Développement social a veillé à la continuité du service public et pendant la durée de la construction et surtout de veiller au respect du délai contractuel avec les entreprises. Le calendrier de mise en œuvre est clair, 12 mois pour les hôpitaux de district et 24 mois pour les hôpitaux régionaux. Par cet acte fondateur, le président Goïta réaffirme une vision, celle d'un Mali debout, souverain, solidaire, où chaque citoyen, où qu'il soit, ait droit à la santé et à la dignité. La pierre ainsi posée symbolise la grandeur retrouvée de la nation malienne. Le peuple venu nombreux saluer cet engagement a eu raison d'acclamer le président Goïta, celui que beaucoup désignent déjà l'artisan du renouveau sanitaire. Monsieur le secrétaire général, ce sont donc 15 établissements hospitaliers qui sont concernés par ce projet qui a été lancé par le président de la transition. Est-ce que c'est une nouvelle politique sanitaire du Mali ou est-ce que c'est dans la continuité de ce que vous faites d'habitude? Alors, donc merci encore une fois de nous donner l'opportunité, encore une fois pour parler de cette grande opportunité pour nous. Alors, donc, on ne dirait pas qu'une nouvelle politique, mais c'est renforcer encore une fois cette politique nationale. Dans la politique nationale de la santé, nous avons vu depuis en 2018, on avait bien entendu les hôpitaux de district. Donc, c'est dans la loi, en tout cas, dans les lois hospitalières. Donc, où nous avons modifié cela et introduit en 2018 et qui a été adopté par l'Assemblée. Mais jusque-là, ça n'a pas donné. On a essayé une sorte de pilote au niveau de la commune 4 pour voir quel résultat ça va donner. En réalité, les hôpitaux de district, quels sont les avantages? Il faut le dire très rapidement. Alors, c'est d'abord, si vous prenez sur le plan fonctionnement, c'est une question de séparation de pouvoir. Séparation de pouvoir, c'est-à-dire quand on parle de CCRF aujourd'hui, c'est le médecin-chef seul, non seulement qui s'occupe des activités de santé publique, mais aussi qui s'occupe des activités de production de soins. Et donc, ce qui fait que, réellement, le plus souvent, donc, il n'a pas le temps matériel, l'équipe cadre, en tout cas, du district, n'a pas le temps de s'occuper, en tout cas, encore une fois, pour la prise en charge des maladies. Alors que nous avons vu, au cours des états généraux, c'est la prise en charge, la gestion des urgences qui ont été vraiment, et le rapprochement de la santé à la population qui ont été vraiment des recommandations phares. Et pour ce faire, donc ces hôpitaux donc, vont être gérés par des personnels à part, donc ils vont s'occuper que des activités cliniques. Et par contre, les CCRF, il y a l'administration qui est là, qui vont bien entendu s'occuper des activités de santé publique. Mais est-ce qu'on était obligé de changer les dénominations des CCRF pour les transformer en hôpitaux du district? Est-ce qu'on ne pouvait pas aussi maintenir, changer le fonctionnement en gardant l'appellation? Oh non, ils n'auront pas les mêmes fonctions. Ouais. L'autre là, ça sera un établissement public à caractère hospitalier, doté d'une autonomie financière. Donc, qui aura un directeur général, l'hôpital de district, un directeur général, conseil d'administration et ses corollaires. Alors que l'autre là, bien entendu, le médecin-chef sera là, qui va gérer les activités de santé publique. Et donc, qui est nécessaire, puisque en plus, en matière de santé, ça ne s'arrête pas du tout à la médecine seulement. D'ailleurs, la médecine représente que 40% dans la santé. Vous comprenez, il y a beaucoup de déterminants. Donc, le rôle, en tout cas, qu'on peut appeler même CCRF, on est en train quand même de relire le Parce texte. Que les CCRF vont disparaître, c'est ça? Non, ils ne vont pas disparaître, ils vont avoir un autre nom. Ça, donc, je vais dire, par exemple, si vous prenez pour les 6 arrondissements de Bamako, les CCRF qui sont transformés ou érigés en hôpitaux de district, il n'y aura plus de CCRF dans ces... Bon, ils ne vont pas s'appeler CCRF hôpitaux de district, mais il y aura quand même un nom spécifique, en tout cas, qui sera donné, bien entendu, à leur rôle de santé publique. Voilà. Et il y aura donc, en dehors de Bamako, il y aura 2 autres hôpitaux de district, à Bla et à Kangaba. Est-ce que les CCRF, disons les hôpitaux régionaux, parce qu'il y aura des hôpitaux régionaux à San, Kuchala, Bougouni, Djoila, Nyoro, Banyangara et Kuchala, est-ce que les hôpitaux régionaux
ont un niveau technique beaucoup plus élevé que celui des hôpitaux du district. Tout à fait, oui, oui. Donc, vous savez, le système du Mali, le système sanitaire du Mali, comme on le dit chaque fois ici, c'est un système pyramidal. C'est-à-dire les CESCOM, dotés vraiment des équipements, c'est normatif, c'est normé, alors avec les normes qui sont là, puis vient les CESTREF auparavant, bien entendu, qui vont se transformer en hôpitaux de district et qui ont vraiment leur plateau technique aussi adapté, surtout aux pathologies courantes. C'est pas fait comme ça. Donc c'est à partir, bien entendu, des constats, des évaluations, et donc les plateaux techniques seront bien entendu disposés selon vraiment cela. Et au niveau des hôpitaux, quand même, de deuxième référence, qui ont un niveau, donc ils seront aussi bien entendu équipés selon vraiment, qui seront mieux équipés avec vraiment des spécialités, parce qu'il y a un système de référencement entre ces niveaux et les hôpitaux, le CHU quand même, qui est de troisième référence, donc nationaux, et voilà. Donc ils auront quand même en réalité un plateau technique un peu élevé que les hôpitaux de district. Alors après la construction, on dit pour les hôpitaux de district c'est 12 mois et les hôpitaux régionaux c'est 24 mois. Tout à fait. C'est-à-dire que dans 12 mois, dans 24 mois, on aura des hôpitaux bien équipés, construits, équipés et puis prêts à recevoir les patients. Inch'Allah, c'est notre vœu le plus ardent, puisque vous faites dans les hôpitaux, comme vous parlez des CESTREF, vous voyez le président de la transition dire encore, donne une instruction pour que le service soit continu. Je crois que toutes les mesures sont prises en tout cas pour une continuité des services, et donc avec les phases, bien entendu, avec un suivi très rapproché des entreprises, nous pensions bien entendu et nous souhaitons et nous allons exiger à ce que vraiment cela soit. Et ça va coûter beaucoup d'argent, j'imagine. Est-ce que vous avez une idée de combien tout cela va coûter? C'est un vaste programme présidentiel d'urgence aux hôpitaux, et donc qui va concerner, en tout cas, qui sera fait en plusieurs phases, et je sais qu'il va coûter beaucoup de milliards, et je dirais tout simplement que les services financiers, en tout cas qui ont la compétence, seront là un jour, en tout cas, ça je le souhaite très bien, pour détailler tout cela et faire apparaître l'effort gigantesque, en tout cas fourni dans le cadre vraiment de l'amélioration, non seulement de la qualité, mais surtout de l'accès des services de santé. Professeur Diakité, c'est aussi votre domaine. Ça représente quoi pour vous? Est-ce que avec ce projet, ce vaste projet de construction d'hôpitaux de district et d'hôpitaux régionaux? Je vous remercie. Pour nous qui sommes dans les hôpitaux centrales, ça vraiment c'est une forte demande que nous depuis longtemps que nous avons vraiment, c'était une forte demande que nous avons même depuis longtemps. C'est le lieu vraiment. Parce que ça vous soulage un peu. On ne va pas vous évacuer, vous faire arriver, vous faire parvenir certains malades qui peuvent être traités au niveau des hôpitaux du district, par exemple. Oui, justement, c'est à cause de cela. Parce que dans les hôpitaux, dans les grands hôpitaux, comme on dit, il y a beaucoup de patients qui arrivent, alors qu'on peut les traiter au niveau périphérique. Voilà, si on arrive à équiper ces hôpitaux, ça va vraiment désengorger les hôpitaux, parce que tout le monde le sait. L'accueil des malades au sein des hôpitaux, ça cause énormément de problèmes. Ça cause énormément de problèmes parce que les structures ne sont pas adaptées à avoir une forte affluence. Alors, avec ces hôpitaux qui vont être vraiment érigés, vraiment ce serait un fort soulagement pour les hôpitaux centrales, qui leur travail c'est surtout les cas compliqués, si on peut le dire, pour que vraiment on puisse vraiment faire face à cela. Donc en fait les hôpitaux centraux ce sont ce qu'on connaît comme hôpitaux nationaux. Voilà, les hôpitaux nationaux, voilà, si on peut dire ainsi, voilà. C'est justement cela. Les hôpitaux nationaux, c'est surtout à vocation de formation, de soins. Alors donc cela va vraiment nous permettre vraiment de faire face vraiment Monsieur Togola, vous êtes usager aussi, ça vous donne l'espoir, ça vous permet aussi de vous programmer, de voir quelle structure fréquenter d'abord avant d'arriver au niveau d'un hôpital.
Oui, merci pour la question, mais je voudrais juste dire que j'ai découvert l'envergure du projet, de restructuration et de renforcement du plateau technique, n'est-ce pas, des hôpitaux au Mali. Pourtant, entendre le président, le général d'armée Assimi Goïta parler, n'est-ce pas, il parle de minimum, parlant de ce projet, il parle de minimum pour que l'État puisse faire pour les populations. Moi, je dis qu'il s'agit d'un minimum assez vital, un minimum vraiment vital d'ailleurs, parce que pour qui connaît l'importance quand même de la santé dans le développement, on ne peut porter le développement que lorsque effectivement on a une bonne santé. Donc la santé, c'est vraiment un des piliers forts du développement. Alors, c'est vrai, relativement à ma propre personne en qualité d'usager, oui, il faut dire que je vais être amené à serrer n'est-ce pas, ma présence dans les hôpitaux. Et avec cette nouvelle offre, je sais désormais par où commencer. Je pense que le fait recherché à terme, c'est vraiment de participer à un désengorgement assez remarquable, n'est-ce pas, des structures de santé. Et je pense que ça va arranger pas mal de choses. Monsieur Guino, vous parlez d'équipements de dernière génération au niveau de ces hôpitaux, mais est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'il y a des pathologies qui sont déjà identifiées pour lesquelles il faut ces équipements-là? D'accord, donc vraiment ce sont des hôpitaux à vocation générale pour le moment, donc où qui seront équipés selon vraiment aujourd'hui les maladies. Vous savez, le profil épidémiologique a changé, la nature quand même des maladies ont totalement changé aujourd'hui. Alors donc c'est les maladies, on fait face à des maladies chroniques et à des maladies vraiment non transmissibles avec et des interventions de pointe. Donc vraiment ce sont des équipements qui vont répondre à cela. Et dans nos réformes que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de voir pour les hôpitaux du 3e référent, comme il vient de le dire, les CHU, comment les spécialiser. C'est-à-dire essayer bien entendu de prendre un hôpital qui va être bien entendu renforcé dans la prise en charge d'une telle pathologie qui est là, et ainsi de suite, pour ne pas disperser bien entendu les efforts, mutualiser les moyens dans un hôpital, et qui sera une sorte de référence dans la prise en charge de cela. Ce sont vraiment des réformes. Mais qu'à cela ne tienne, de façon générale, ces hôpitaux quand même de district seront capables vraiment de tout ce qui est urgence, la prise en charge des urgences et les services de réanimation, parce que c'est ça est réellement le problème aujourd'hui de la santé, le recours tardif à nos systèmes de santé, à nos services de santé, puisque nous avons mis les CESCOM en place pour la prise en charge des cas simples, qui devaient être accompagnés vraiment d'une promotion de la santé pour changer le comportement en tout cas de la population, ce qui est graduel. Ça, il faut un long temps par rapport à cela, mais nous assistons bien entendu à la prise, à une prolifération en tout cas d'urgence, et la capacité d'accueil étant très très faible, en tout cas au niveau étant faible, pardon, disons-le comme ça, faible au niveau de nos structures. C'est vraiment spécialiser ces structures-là à la prise en charge, non seulement en réanimation, aux urgences, et particulièrement urgences en tout cas obstétricales. Donc vraiment ce seront ces équipements qui seront, et encore moins une denrée rare, parce que nous ferons ce qu'on appelle la production en tout cas locale de gaz, de l'oxygène, et donc où on va doter cela, et je crois que ça, pas dans tous les hôpitaux. Non, pas dans tous les hôpitaux, mais vraiment on va bel et bien spécifier cela avec un système de distribution qui permet vraiment de ravitailler sur toute l'étendue du territoire. À propos des spécialisations, les hôpitaux, la ministre a parlé d'installation prochaine d'unités d'hémodialyse dans les hôpitaux du district du 1er et du 6e arrondissement. Est-ce que vous allez faire pareil pour les autres, ou alors ça va être les hôpitaux à Bamako qui seront spécialisés dans la prise en charge Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, on a pendant un moment, les insuffisances rénales est devenu un véritable problème aujourd'hui de santé, il le sait, avec vraiment la dialyse. Et pour ce faire, on avait de sérieux soucis quand même par rapport à cette prise en charge. Le président de la transition nous a offert de façon très gracieuse 3 centres, à savoir la commune 4, la commune 5 et le service des armées.
Ça, c'est fait il y a 2 ou 3 ans. Et qui fonctionne. Et qui fonctionne. Mais au-delà de tout cela, nous avons vraiment une liste d'attente très très élevée. Et ces listes d'attente viennent bien encore une fois de ces quartiers-là. Donc nous avons dit, on essaie toujours de faire en tout cas une sorte de maillage, en tout cas au niveau territorial, pour l'accès en tout cas de ces soins spécialisés à la population. C'est pourquoi que la commune 6, où il y a une forte population, aussi bien commune 1, une forte population là-bas, concentration de population. Donc cela va encore une fois phagocyter le nombre de listes d'attente en tant que tel. C'est vrai que nous allons renforcer encore une fois ces hôpitaux par rapport à la dialyse, puisque nous savons aujourd'hui que réellement la dialyse, nous sommes en train de réviser les textes pour que réellement chacun puisse en tout cas souffrir en tout cas cette offre de service qui est devenue en tout cas impérieuse pour nous. Et maintenant, si dans les hôpitaux de district de 1 et 6, donc c'est l'unité d'hémodialyse qui sera installée, est-ce qu'on peut aussi s'attendre à ce qu'il y ait d'autres spécialités dans les autres hôpitaux du district? Tout à fait. Genre pour l'hôpital du district numéro 3 par exemple, qui est, je ne sais pas, le prise en charge de tension ou en tout cas artérielle ou d'autres maladies. Tout à fait. Non, c'est comme je l'ai dit, ces hôpitaux de district seront des hôpitaux à vocation générale. Il y aura tout. D'accord. Toutes les spécialités, les cardiologues, les gynécologues, les urologues, etc. ils seront là. Mais maintenant, c'est un peu dans notre réforme qu'on va spécialiser vraiment les hôpitaux de 3e référence pour la prise en charge de pointe. Et qui va demander des équipements de pointe et des ressources humaines de pointe. En ce moment, tout ça, c'est pour, encore une fois, mutualiser les moyens. Voilà. Et ça veut dire que vous allez aussi renforcer davantage les capacités des hôpitaux nationaux. Ça va venir. Donc, c'est de proche en proche. Maintenant, nous allons, c'est de comment amener le service de qualité proche de la population, la base. Comment maintenant, si vous voulez, faire des services de santé à la base, et puis maintenant au sommet, nous allons penser bien entendu en ce moment à la prolifération aujourd'hui, nous le savons, en tout cas des maladies très très difficiles à prendre, avec vraiment qui demandent des coûts très très élevés, mais maintenant avec un système de protection en tout cas sociale qui est en vue aujourd'hui, dont les spécialistes seront là certainement pour mieux expliquer cela, comment rendre vraiment ces services accessibles sur le plan technique et sur le plan financier. D'accord, merci beaucoup, professeur ou docteur Guindo. Nous poursuivons avec la santé, mais exactement pour parler de Novembre bleu, en référence aux hommes, et surtout certaines maladies comme les cancers qui touchent les hommes. Tout au long de ce mois de novembre, les hommes sont encouragés à se faire dépister, particulièrement contre le cancer de la prostate. La campagne a été lancée cette semaine à Bamako, à l'initiative de l'association malienne des urologues. Suivons le compte-rendu de Maïmouna Guindo, et on se retrouve juste après. La couleur bleue s'invite ce mois-ci dans les hôpitaux, les rues et les médias. Derrière cette vague symbolique, une cause de santé publique encore trop souvent passée sous silence, le cancer de la prostate. Les urologues maliens ont donné le ton du mois de sensibilisation baptisé Novembre bleu, rejoignant ainsi une dynamique mondiale. La prostate, qui est une glande normale chez l'homme, qui peut être atteint par plusieurs maladies, dont le cancer. Il faut dire que le cancer est le premier cancer urogénital chez l'homme. Et plus de 100 cas sont diagnostiqués par an dans le service d'urologie du CHU du Point G. Pendant tout ce mois de novembre à Bamako, une campagne de dépistage du cancer de la prostate à l'intention des hommes de 45 à 70 ans. À travers Novembre bleu, notre objectif est de encourager les hommes à prendre soin de leur santé, promouvoir le dépistage régulier du cancer de la prostate et des autres cancers masculins, et mobiliser les familles, les communautés et les médias pour briser le silence autour de ces maladies. Sur plus de 1100 cas de cancer enregistrés au Mali, 3% touchent les hommes. Une proportion qui pourrait baisser si chacun prenait le réflexe de se faire consulter. C'est le message que porte Novembre bleu. Nous notons malheureusement que plusieurs facteurs font que certains sujets sont victimes en gardant le silence de cette maladie du fait.
la peur, la honte et le manque d'information. Donc c'est le lieu pour moi de vous inviter à aller dans les structures de santé pour être mieux orientés, car nous disposons des plateaux techniques adéquats et performants pour la prise en charge de toute pathologie liée à la prostate. À la fin de la cérémonie, le ministre de la Santé s'est prêté à un jeu symbolique sur le terrain. En marquant quelques buts, elle a voulu illustrer la victoire contre le cancer de la prostate. Alors, M. Diakité, d'abord une toute première question. Pourquoi parle-t-on de novembre bleu? C'est vrai qu'il y a octobre rose, mais novembre bleu, c'est quoi? C'est un concept mondialement reconnu? Merci. Oui, c'est un concept qui est mondialement reconnu. C'est un mouvement qui est né à la suite de Octobre Rose. C'est un mouvement qui est né en Australie. Donc, en 2003. Rose pour les femmes, bleu pour les hommes. Ouais. Donc les hommes se sont dit, il y a Octobre Rose pour les femmes, pourquoi on ne va pas s'occuper des hommes maintenant? Donc c'est le mouvement est né en 2003. Donc dans les pays anglophones, on parle de Movember, de mouvement. Voilà, donc dans les pays francophones, on a parlé de Novembre bleu, qui va concerner toutes les pathologies chez l'homme. Et on sait aussi que c'est le cancer de la prostate qui est surtout visé. Est-ce que c'est la maladie la plus dangereuse chez les hommes? C'est la maladie, on peut dire la maladie la plus fréquente. On peut souvent parler. Et souvent c'est une maladie qui est cachée aussi. Voilà. Donc l'objectif même de ce mouvement, c'est pour faire ressortir, pour en parler. C'est surtout cela, pour en parler, pour que les gens puissent comprendre qu'il y a cette maladie, et d'aller faire le dépistage, et voir si... parce que quand la maladie est connue tôt, on peut les guérir. On peut guérir de la maladie. Donc en parler pendant ce mois, pour que les gens puissent être sensibilisés, que cela existe, et que ce n'est pas une maladie à cacher, qu'il faut qu'on en parle. Et couramment, bon, les gens disent, voilà, il a la prostate, mais la prostate en tant que telle existe chez tous les hommes, il faut peut-être le dire. Maintenant, ce qui est mauvais, c'est le cancer de la prostate. Effectivement. Ouais. Sinon, il y a l'adénome de la prostate, qui est le plus fréquent, qui donne des difficultés à uriner, comme le cancer de la prostate, est le plus fréquent. Mais de fait, dès qu'on parle de la prostate, les gens pensent que vraiment c'est vraiment, voilà, plus souvent c'est vu comme une maladie taboue. Et au CHU, l'hôpital du Point G, vous dites que vous diagnostiquez environ plus de 100 cas de cancer de la prostate par an. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe sur le reste du territoire malien? 100 cas par an, c'est après une étude. Voilà, donc généralement on se base sur des études, voilà, qu'on réalise, quand on parle de ce qui est sûr. Le nombre, sur le plan national, n'est pas connu exactement. Voilà, il va falloir faire peut-être une étude à tous les services ou à un service d'urologie. Donc on prend un exemple. 100 cas diagnostiqués par an. Mais ce qui est sûr, sur le plan national, ça doit être au-delà de tout ça. Est-ce qu'il y a une périodicité que les hommes doivent respecter, par exemple, pour faire le dépistage? Est-ce qu'on doit faire le dépistage, par exemple, chaque année ou tous les 2 ans? Effectivement, il faut le faire chaque année, voilà, à partir de 45 ans. Voilà, on dit généralement que c'est une maladie de personnes âgées, mais on a vu que à partir de 45 ans, on peut atteindre cette maladie. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est une maladie silencieuse. C'est une maladie silencieuse. On peut l'attraper à 45 ans et on va commencer à avoir des signes que 5 ans, 6 ans après. Voilà, donc c'est mieux de le faire. On peut le faire à 45 ans, comme on peut le faire à 50 ans, on peut le faire à 60 ans, jusqu'à 70 ans.
Monsieur Guindo, au niveau du ministère, au niveau de la politique nationale de santé, est-ce que vous avez une préoccupation particulière par rapport au cancer de la prostate? Est-ce qu'il y a des mesures particulières que vous envisagez de prendre? Merci beaucoup. Donc, comme vous voyez, il y a un mois consacré à cela. Et quand vous voyez les journées, les mois, en tout cas les festivités par rapport à une maladie, cela veut dire que nous l'avons pris en termes de problèmes de santé publique. Et cela veut dire, comme il vient de dire, 100 cas ou bien combien de cas diagnostiqués. Maintenant, nous pensons la probabilité de trouver, bien entendu, dans la communauté les cas non diagnostiqués. Nous avons cela. Et en ce moment, nous le prenons en tant que problème de santé publique en créant, en tout cas, les conditions qu'il faut. Au niveau périphérique, par exemple, au niveau décentralisé, nous avons en tout cas des chirurgiens qui sont plus ou moins formés dans tous les districts, il faut le dire, et qui ont passé, bien entendu, par les services d'urologie et qui connaissent un tout petit peu les signes précurseurs ou bien les signes, en tout cas, d'appel, en tout cas, du cancer, et qui font les référencements au niveau de cela. Alors, c'est le mois le consacré, ça ne s'arrête pas au mois. C'est un appel, en tout cas, à la communauté pour leur engagement. Et nous savons bel et bien qu'il y a la place, bien entendu, de la population à la lutte contre cette maladie, puisqu'il vient de le dire, quand on le prend à l'état simple, on le guérit totalement. Et ça, ce n'est pas un médecin qui peut le faire, c'est la population bénéficiaire qui peut le faire. Non seulement, bien entendu, en disant qu'il y a une disponibilité de services, donc techniques, mais aussi que les signes sont à état précurseur pour que réellement vous puissiez aller quand même faire les consultations traitement. Monsieur Togola, je sais que vous avez entendu parler aussi de cancer de la prostate, de novembre bleu. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment nécessaire de consacrer un mois à cette maladie? Bon, je voudrais dire qu'au regard de la complexité et du caractère pernicieux de cette maladie, qui ont été relevés respectivement par le professeur Diakité et le professeur Guindo, je pense que c'est vraiment nécessaire de consacrer un mois, parce qu'il ne faut jamais se lasser de sensibiliser les individus, même pour ceux qui les concernent. Voilà, de toute façon, les spécialistes de la santé sont à mieux d'appréhender, en tout cas, les conséquences, n'est-ce pas, de cette maladie-là, que pour autant, la population peut minimiser, alors même qu'elle en souffre. Donc, je pense qu'il y a toutes les raisons d'y consacrer un mois. Mais cependant, je voudrais aussi ajouter qu'il faut savoir trouver une meilleure articulation, en tout cas dans la prise en charge de ce cancer-là, qu'il faut savoir trouver une meilleure articulation entre les expertises communautaires, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les savoirs endogènes, et aussi le traitement pharmaceutique. Je pense que pour ceux qui sont un peu attentifs, il y a parfois des cas où le traitement s'est avéré en tout cas difficile, ou du moins le résultat a été difficile à atteindre, en tout cas pour ce qui concerne les résultats escomptés, mais dans certains discours sociaux, on peut aussi noter, l'existence de recettes en la matière qui sont assez miraculeuses. Donc je pense que, je suis anthropologue, je le dis, même si pas anthropologue de la santé, donc la culture c'est cela. Alors juste aussi qu'il faut aider vraiment à briser le silence autour de cette maladie-là. Il faut aider à briser le silence, c'est important. Et donc le mois bleu, l'ombre bleu participe de cela de mon point de vue. Monsieur Diakité, traitement traditionnel, ça vous dit aussi? Traitement traditionnel, on entend beaucoup, on entend parler beaucoup, nous, les professionnels de la santé. Les patients viennent, disent, bon, on nous a conseillé tel... mais comme on a parlé de prostate, il y a beaucoup de maladies de la prostate. Il y a beaucoup de maladies de la prostate dont les signes sont pratiquement la même chose. Donc, en ce qui concerne le cancer, voilà, en tout cas, le cancer, c'est un cancer qui est là, qui n'atteint pas que la prostate, qui peut atteindre d'autres organes. Bon, le plus souvent, en termes de prostate, les traitements traditionnels dans la prostate, ça concerne le plus souvent les signes. C'est ce qu'on a vu. Souvent, surtout si c'est l'adénome de la prostate, c'est un médicament traditionnel, et que ça améliore les signes.
Docteur Guino, je vous vois sourire là, ça veut dire que vous êtes peut-être un peu contre le traitement. Non, je ne suis pas contre. Je crois que pour le dire tout simplement que les grandes publicités, je crois on commence même à les sanctionner un tout petit peu. Nous avons un institut totalement dédié à la médecine traditionnelle aujourd'hui. Et donc pour ce faire, je crois que nous faisons confiance à cela. Nous sommes en train de réglementer vraiment ce secteur pour qu'il n'y ait pas quand même de tapage en tout cas par rapport à cela, mais nous connaissons cela, nous sommes tous traditionnels, on a reçu, mais j'avoue que on doit le faire de façon normative et contrôlée en tout cas par l'Institut et en collaboration vraiment avec la médecine moderne. Sinon, il se peut qu'il y en a, mais en tout cas, encore une fois, on le fait avec beaucoup de modestie. Ok, d'accord. Monsieur Diakité, pendant votre campagne, vous ciblez particulièrement les hommes de 45 ans à 70 ans. Alors, est-ce que ça veut dire que moins de 45 ans, on n'est pas exposé, et plus de 70 ans, on n'est pas exposé au cancer de la prostate? Moins de 45 ans, même à 45 ans, il faut dire que c'est rare. C'est rare, mais quand même, on sensibilise, parce que même si c'est rare, on peut avoir quelques cas. Et le plus souvent, quand on voit des cas à 45 ans, c'est le plus souvent des cas très très méchants. Voilà, donc, très méchant, ça veut dire quoi? Parce que le cancer... Ça atteint un stade, non? Non, le cancer de la prostate, c'est une maladie qui évolue très lentement. Très lentement. Mais on peut avoir des cas qui peuvent vraiment, dès qu'ils commencent, parce que le problème du cancer, le plus souvent, c'est quand le cancer quitte l'organe et puis atteint d'autres organes. D'accord. Voilà, donc ça veut dire que le cancer de la prostate peut quitter la prostate pour aller atteindre le plus souvent, c'est la colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale qui est atteinte et qui va donner une paralysie. Donc, c'est certaines personnes, on peut avoir des cancers à plusieurs stades et selon le stade, le cancer évolue lentement. On peut avoir le cancer de bas grade qui évolue lentement, mais le cancer peut être de haut grade et qui va exploser d'un coup pour vraiment atteindre d'autres organes. Donc à moins de 45 ans, c'est rare, mais au-delà de 70 ans. Au-delà de 70 ans, quand on voit lui passer, le traitement aussi du cancer de la prostate peut être difficile. Si c'est une grande intervention, il faut, le traitement consiste à enlever la prostate. Bon, après 70 ans, prendre une vieille personne pour le mettre sur la table, aller lui enlever. Comme on dit, le cancer, c'est une maladie qui est, on peut dire pas méchant, parce que ça évolue lentement. On peut avoir le cancer à 80 ans. Mais plus souvent, quand on le voit à 80 ans, cela veut dire que... Vous ne faites pas de prise en charge pour ça, non? Bon, on suit juste le patient pour... on s'est dit le plus souvent, le patient peut mourir d'autre chose que de ces cancers. Parce que c'est un cancer qui avance lentement. Et à vous entendre, est-ce qu'on peut guérir complètement du cancer, la prostate au Mali? Oui. On peut guérir complètement. On peut complètement guérir lorsqu'on découvre le cancer limité à la prostate. Par exemple, la campagne qu'on a lancée, c'est basé surtout d'abord par un dosage à partir du sang, une enzyme qu'on appelle, un antigène qu'on appelle PSA. Voilà, le PSA, c'est un antigène qui est produit par la prostate. Alors normalement, elle est dans le sang parce que la prostate envoie des petites quantités dans le sang. Mais lorsqu'il y a des cellules cancéreuses, ce PSA augmente. Donc la campagne, le dépistage consiste à faire un premier test pour voir le résultat pour ce PSA-là. Il est à quel niveau? Si on trouve que le PSA à un certain niveau, on dit attention, vous êtes en train de faire une pathologie de la prostate, il faut aller voir si cette pathologie-là n'est pas un problème de cancer. Il y aura d'autres analyses qui vont suivre pour vraiment être sûr que ce n'est pas un cancer. Si c'est le cancer, on va faire d'autres examens pour être sûr que c'est vraiment limité à la prostate. Et lorsque le cancer est limité à la prostate, on enlève la prostate et on peut bien vivre sa vie sans prostate. Et pendant ce mois de novembre bleu, vous parlez aussi d'autres cancers masculins. Donc ce n'est pas que le cancer, il n'y a pas que le cancer de la prostate. Et quels sont ces autres cancers qui ne touchent que les hommes?
Novembre bleu est fait pour tous les cancers de l'homme. Donc on a mis l'accent surtout sur le cancer de la prostate, qui est le premier cancer urogénital chez l'homme. Sinon il y a d'autres cancers, surtout le cancer des vessies, qui fait des ravages aussi. Qui est propre aux hommes? Non, aux femmes aussi. Les femmes ont la vessie, les hommes aussi. Et le cancer du testicule. Le cancer du testicule, il y a un cancer qui est un peu rare quand même. Voilà. Le cancer de la verge. Normalement, il y a tous ces cancers-là qui concernent novembre bleu. Mais on a vraiment mis l'accent sur le cancer de la prostate, parce qu'on pense qu'on peut guérir la prostate. On peut guérir du cancer de la prostate. Et vous avez tout ce qu'il faut au Mali pour ça. Enfin, le traitement, peut-être qu'il y a des interventions chirurgicales, peut-être à la fin, quoi, si jamais ça se développe d'une manière. Oui, bon, c'est le lieu de remercier vraiment le ministère de la Santé de nous avoir mis dans des conditions pour réaliser ces interventions-là. Ce sont des interventions qui sont vraiment possibles au Mali. On peut bien le faire, on peut bien le réaliser. Il y a des hommes pour ça, il y a le matériel pour ça. Donc, vraiment, on peut dire qu'on est un peu doté. D'accord, merci beaucoup, M. Diakité. Notre troisième sujet de Actu Hebdo, c'est le 14 novembre 2023 que les forces d'armée maliennes ont fait leur entrée à Kidal, à la suite d'une offensive prenant ainsi le contrôle de la ville qui était aux mains des séparatistes et autres terroristes. Pour marquer le 2e anniversaire de cet événement, plusieurs célébrations ont eu lieu dans le pays. On retiendra notamment cette conférence à la faculté de droit privé de Bamako sous le thème « Retour effectif de l'État à Kidal, enjeux et perspectives d'une souveraineté territoriale affirmée ». C'était en présence de 5 membres du gouvernement. Suivons le compte-rendu de Sédou Traoré et on se retrouve juste après avec notre invité. 14 novembre 2023, 14 novembre 2025. Cela fait aujourd'hui 2 ans que l'armée malienne contrôle la région de Kidal. À l'issue d'une vaste opération de reconquête, les FAMA ont repris la ville après 11 ans dans les mains des groupes armés. Face aux étudiants de la faculté de droit privé, les enseignants, chercheurs et responsables de l'enseignement ont proposé bien plus des cours ordinaires. Il s'agissait de jeter un regard sur la reconquête de l'armée et d'apporter leur soutien aux FAMA. C'est rappeler ce passé glorieux et récent à toute la jeune génération que votre pays a failli connaître une sécession et que c'est grâce à l'action des forces armées et de sécurité et la résilience de la population malienne que cette sécession a été évitée exactement le 14 novembre 2023. Applaudissez pour nos forces armées et de sécurité et la population malienne. La défense de la patrie incombe à tous les citoyens maliens, rappellent les intervenants. Au niveau de l'enseignement supérieur, la crise s'est transformée en opportunité. C'est là dans la défense de l'intérêt du Mali et pour la stabilisation du pays. Nous les étudiants, nous les étudiantes, nous les enseignants-chercheurs, la défense de la patrie est une obligation. Et cette défense peut prendre plusieurs formes. Si pour les militaires, ça se passe sur le front, pour nous les citoyens, il s'agit tout simplement d'apporter notre concours, d'informer les forces armées et de sécurité sur le front. Il s'agit de communiquer, de donner une information positive sur le Mali. Le retour de Kidal dans le giron du Mali est le prix du sacrifice ultime, rappelle le ministre en charge de l'enseignement supérieur en rappelant au monde universitaire de jouer sa partition. La reprise de Kidal, le 14 novembre 2023, marque donc un tournant décisif. Ce succès incarne une affirmation forte de la souveraineté nationale portée par les plus hautes autorités de la transition. Cette victoire résonne profondément dans le cœur de notre peuple. Elle est la preuve tangible que les sacrifices consentis et les alliances stratégiques portent leurs fruits dans la lutte légitime pour la défense de notre nation. Le ministre Kansai a également invité les étudiants à dissocier le vrai du faux, surtout face à la guerre de désinformation contre le Mali, d'où un message inspiré de la culture Dogon. Chez nous, à la fin, quand il y a des mariages,
les Degons se retrouvent pour faire les points de toute l'année, tout en chantant. Donc des flèches sont décochées. Alors dans une de ces chansons, voilà ce qui s'est dit. Hé, vieil arbre mutilé, tu tentes de reverdir, mais permets-moi de te rappeler que la hache qui t'a si bien tailladé a repris du service. Le journaliste historien Daouda Tekete s'est entretenu avec les étudiants sur le thème retour effectif de l'État à Kidal, enjeux et perspectives d'une souveraineté territoriale affirmée. La même conférence est organisée dans les universités de Ségou, Sikasso et à l'Hyper-Ifra de Katibougou. Monsieur Togola, en quoi c'est important aujourd'hui de tenir une conférence devant les étudiants pour parler du retour de Kidal dans les Girons du Mali? Merci pour la question. Je voudrais juste dire que c'est aussi important et intéressant que de parler dans le cadre d'une conférence, n'est-ce pas, aux étudiants, d'un événement aussi majeur dans la vie politique, n'est-ce pas, d'une nation, comme l'événement survenu précisément à la date du 14 novembre 2023, et bien quand les forces armées maliennes ont effectivement pu reprendre le contrôle effectif sur Kidal pour le ramener effectivement dans le giron de l'État malien. Alors l'intérêt, c'est que les étudiants d'aujourd'hui sont ceux-là qui seront les dirigeants du Mali de demain. Alors il faut assurer le passage de témoins. Ce passage de témoins doit se faire de manière correcte, de manière normale. De mon point de vue, la correction, la normalité de ce passage de témoins tiennent à d'abord l'information. Il faut savoir informer effectivement les étudiants sur les problématiques, les grandes questions nationales, n'est-ce pas, du Mali. C'est important qu'il en soit saisi. Ça peut produire l'effet de renforcer effectivement leur patriotisme, parce que ça on en a besoin. Je le dis partout, que nous naissons tous des citoyens maliens, mais nous ne sommes pas tous des patriotes maliens. Parce que le patriotisme, évidemment, ça se construit. Or, la citoyenneté peut s'acquérir de naissance ou de papier. Mais de toute façon, le patriotisme, ça se construit. Donc je me dis que intéresser les étudiants donc dans le cadre d'une conférence au partage d'informations sur les grandes questions brûlantes, n'est-ce pas, du Mali, ça de mon point de vue participe, n'est-ce pas, de la préparation des étudiants à recevoir les charges qui seront les leurs demain en ce qui concerne la gouvernance du Mali. Comment en 2023, le 14 novembre, comment l'entrée de l'armée à Kidal a été accueillie par les étudiants? Bien évidemment que les étudiants, comme le reste de la population malienne, ont accueilli dans l'allégresse, dans la réjouissance populaire, j'allais même dire dans une forme de communion assez prononcée avec les autres citoyens, mais aussi en particulier avec, n'est-ce pas, les forces armées de sécurité. Nous avons effectivement appris à compter sur nos forces armées de sécurité fondamentalement lorsque cette opération-là a été une réussite, parce que nous savions aussi que c'était une armée mondiale effectivement qui avait donc échoué relativement, n'est-ce pas, à réussir cette mission. Et donc les étudiants ont été très enthousiasmés, effectivement, donc à l'annonce de la nouvelle, de la libération de Kidal, le 14 novembre 2023, par le président de la République. Et donc, mais il faut se poser la question pourquoi. C'est ce qui est surtout intéressant. Mais on dit aussi que tout le monde est concerné par le patriotisme, tout le monde est concerné par la défense de la patrie. Bon, pour les militaires, ça va de soi, bon, on le sait, c'est leur boulot. Mais est-ce que les étudiants n'ont pas autre chose à faire? Est-ce que les étudiants ne doivent pas se concentrer d'abord sur les études au lieu de vouloir participer à la défense? D'accord, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour apporter leur aide en ce moment? D'accord, je suis tout à fait d'accord avec le sens que vous donnez, effectivement, le sens que je lis à travers votre question. Je suis enseignant et donc mon premier rôle, ça doit être d'inviter les étudiants à se consacrer sur les résumés que je leur donne, sur les lectures que je leur recommande. Mais pour autant, aussi bien les étudiants que les anciens chercheurs, nous avons un devoir de reconnaissance vis-à-vis de la patrie. Et donc il faut savoir concilier les tâches d'apprentissage universitaire avec aussi, n'est-ce
pas, celle de défense de la patrie. La patrie, il faut la sauver. Parce que les études ne pourront se dérouler aussi correctement, en tout cas convenablement, que lorsqu'on a une patrie sur laquelle nous avons un contrôle, une patrie qui existe. Parce que nous savons que le Mali a été au gouffre, a failli effectivement, n'est-ce pas, disparaître. Hein. Et donc, quand il y a eu l'occasion d'empêcher cette disparition, le recteur Paul Traoré, recteur de l'université, pour Kanfouga l'a rappelé dans son intervention, le Mali effectivement a failli être effacé. Voilà. Donc, il fallait, c'est bon, c'est de bon aloi, de bon ton, que d'associer les étudiants, n'est-ce pas, à la défense de la patrie. Il a dit cette défense-là, qu'on attend des étudiants, peut s'incarner sous la forme de renseignement. Il faut savoir dire, informer quand même, n'est-ce pas, les forces de sécurité, les forces armées de sécurité, les forces de défense. Il faut effectivement se faire le devoir de leur donner des informations qu'on a relativement à la situation. Il faut aussi savoir véhiculer les images, les informations sur le Mali pour éviter d'être effectivement, de faire écho alors au discours malveillant, voilà, au discours malveillant et entretenu, n'est-ce pas, par ceux qui ont intérêt à nous voir sombrer. Et donc je pense que tout ça participe aussi d'une formation intellectuelle. Monsieur Guino, j'imagine que c'est le retour de Kidal dans les girons du Mali, c'était aussi la grande fête, la grande effervescence au niveau, dans le monde de la santé aussi. Tout à fait. Merci encore une fois. Je me dépêche pour dire, je ne sais pas si j'anticipe ou pas, en plus d'informations, moi je ne sais pas pourquoi on ne le met même pas dans notre curricula de formation, parce que ça fait partie de notre histoire récente, mais qui doit être relatée vraiment, à mon humble avis, à la nouvelle génération pour comprendre où est-ce que le Mali est venu. C'est une nouvelle histoire, bien entendu. C'est une refonte, en tout cas aujourd'hui, du Mali qu'on doit écrire. Donc je ne sais pas si je suis trop prétentieux, mais j'avoue que ça doit aller. Mais maintenant sur le plan santé, c'est tout simplement accompagner la reconquête de notre territoire avec la disponibilité en tout cas des services qu'il faut, et rien que pour stabiliser la population par rapport à ça. C'est les services sociaux de base, ils ont droit en tout cas à la santé comme un peu partout, et donc je crois que le ministère de la Santé s'attelle à cela. Et d'ailleurs il faut le dire très rapidement que la santé, nous sommes toujours les derniers à quitter les lieux et les premiers à retourner. Ça, c'est clair et net. Monsieur Diakité, votre appréciation sur le retour de Kidal dans les régions du Mali? Bon, en tant que, 2 ans déjà. En tant que Malien et puis en tant qu'enseignant aussi, vraiment, on ne peut que se féliciter parce que le problème de Kidal, tout le monde sait que c'est resté à la gorge des Maliens. Avec tout ce qu'on a entendu, vraiment, on ne peut que féliciter nos forces de défense et de sécurité d'avoir acquis Kidal par nos propres moyens. C'est vraiment une souveraineté retrouvée que tous les Maliens se félicitent pour cela. Monsieur Tougoula, on sait Kidal était sous occupation pendant une décennie et il y avait des forces internationales au Mali, mais ça n'a pas marché. Il a fallu que le Mali renvoie toutes ces forces internationales pour qu'on puisse récupérer Kidal. Quelle explication vous pouvez donner? D'accord. Juste une seconde avant de tenter d'expliquer effectivement cette question. Permettez que je rappelle un peu les conditions, en tout cas les raisons de l'allégresse dont nous sommes unanimes à reconnaître, n'est-ce pas, dont les Maliens ont fait montre à l'occasion de la reprise de Kidal. En fait, il faut s'interroger. Kidal, la reprise de Kidal, c'est un symbole à plusieurs titres. Alors, c'est un symbole parce que ça permet quand même à l'État malien de recouvrer le chaînon manquant à l'effectivité de sa souveraineté territoriale, c'est important. Deuxième chose, c'est important parce que c'est quand même la fin aussi, n'est-ce pas, le professeur Guino l'a rappelé, n'est-ce pas, d'un traumatisme national, d'un malaise collectif. Nous nous étions fait à l'idée que Kidal, n'est-ce pas, ne reviendrait pas de sitôt, voire ne reviendrait plus jamais dans les girons maliens, et depuis le 14 novembre 2023, c'est chose faite. Il faut aussi dire que la reprise de Kidal, c'est la fin d'un mythe, n'est-ce pas, le mythe de l'irrécupérabilité de Kidal, lequel mythe a été effectivement savamment élaboré dans un narratif occidental, plus précisément français. Alors, malheureusement, ce narratif a fait écho
chez nous parce que nous nous sommes fait l'idée que Kidal ne peut plus être repris. Et donc, quand ça a été le cas, donc vous comprenez qu'on ne peut pas ne pas être en joie. Ça veut dire que même les forces internationales qui étaient là n'étaient pas à mesure de faire le boulot. C'est ça le problème, c'est que la mission, le problème des forces internationales, pas la volonté, justement, c'est que moi, de mon point de vue, je suis tenté de dire que les forces internationales, en réalité, les forces militaires internationales, en réalité, au Mali, n'ont pas échoué. Ils n'ont pas échoué. Ils ont reçu leur mandat. Mais le problème, c'est la lecture du mandat. Parce que dans la réalité, alors, ils avaient pour mandat de reprendre le terrorisme, et ça, ils l'ont refait. Ils l'ont reçu. Ils avaient pour mandat de briser le moral, n'est-ce pas, des troupes maliennes et même des populations maliennes. Ça, ils l'ont reçu. Ils avaient pour mission d'affaiblir l'État. Ça, ils l'ont reçu. Donc, au moment du bilan, il faut reconnaître effectivement que c'est une mission réussie. Séparer Kidal du Mali, ils y étaient déjà, parce que quand Kidal n'était pas la seule région à tomber sous l'occupation de la horde des terroristes, mais il y avait bien d'autres régions. Maintenant, quand la reconquête a été amorcée, d'autres régions ont bien été recouvrées avant Kidal. Quand il s'est agi de recouvrer Kidal, on a vu que l'armée française s'est interposée entre les forces armées maliennes de défense et de sécurité et Kidal. Pourquoi? Parce que simplement, évidemment, c'était créer les conditions, donc créer les conditions, alors d'une partition du Mali qui a été savamment orchestrée à Paris et validée à Bruxelles. Ça, on le sait aussi. Depuis 2011, l'idée de deux Mali, effectivement, a fait son petit bonhomme de chemin. Ça a été pensé à Paris et ça a été validé à Bruxelles. Nous savions clairement, on n'avait pas besoin d'être sociologue, d'être ceci, d'être cela pour le savoir. Un observateur avisé pouvait comprendre effectivement qu'après le Soudan, c'était le tour du Mali. Alors, c'est ça le problème. Donc c'était pour qu'il y ait effectivement ces deux Mali et pour que il faut partir de quelque chose. Et l'élément matériel duquel il fallait partir, c'était effectivement donc de couper Kidal effectivement du reste du Mali et de créer les conditions alors donc d'une sécession. Donc à ce moment-là, on était parti pour être deux Mali. Merci beaucoup, Monsieur Togola. C'est qu'on a encore beaucoup à dire sur ce sujet, mais on n'est plus par le temps. Merci également à vous, Monsieur Diakité. Merci, Monsieur Guino. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est le journal de 13h avec Ousmane Dao. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Mimi voye faw fere ka bonyana muso tay aya yirula ko kulisi be awdela Nafisatu wala ye betoro 3h du matin me mogo la wuli ka bo suno kala ka mogo kloko la toro ko shubaka ere de shubaka ya toro Dadou lisani. Tu me respectes, ami. À ce que je sache, Neïtia est toujours lié en quoi, moi. Allez, s'il te plaît, toi. Plus jamais, quand il faut qu'il y ait deux cuisines, qu'on a qui peut t'obliger à nettoyer. Abadam n'est tantori. Après, ça sera bonimoche. Avec moi, ça va pas marcher. Moi, Yaï, comment tu peux penser ça de moi? Je te vois comme ma soeur, ton mari, c'est comme mon frère. Ka placer ta foi à check à glang à fana. Obeke chukudi. Eh, Allah.